Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bel amphithéâtre de l'École des Mines d'Alès, qui a le bonheur de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui, je suis sûr, va être passionnante. Merci à vous. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous par ce temps humide. On a vraiment beaucoup de, je ne vais pas redire de bonheur, je vais dire de plaisir, à vous accueillir ce soir et à vous écouter. Vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions, docteur et chercheur associé à l'École des hautes études des sciences sociales. Mais vous avez de multiples talents, notamment d'être animateur radio. Donc là, je vais être un peu pâle, et je ne vais pas être très long, sur France Culture avec une émission hebdomadaire, je crois, destinée à parler de spiritualité, les racines du ciel. Vous êtes écrivain, romancier. Vous avez écrit de nombreux ouvrages traduits dans plus de 20 langues et vendus à plus de 4 millions d'exemplaires. Et vous êtes aussi scénariste. Scénariste de cinéma, de théâtre et de bande dessinée. Et j'ai lu avec plaisir L'Oracle de la Luna parce que j'aime beaucoup la bande dessinée. Et ce soir, vous allez nous parler du bonheur. Alors ça paraît simple, le bonheur, mais en fait, on se rend vite compte que ça peut être très, 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 très compliqué. En tout cas... Alors, qui est-ce qui m'a écrit ça? Excusez-moi, je veux bien parler du bonheur, hein. Moi je peux changer de sujet. Moi j'étais sûr que vous alliez parler du bonheur parce qu'en plus, on va plutôt parler c'est d'ailleurs le livre que j'avais étudié. Mais ça s'appelle une organisation. On peut faire un vote, hein, si vous voulez. Tous ceux qui veulent que je parle du bonheur lèvent la main. On peut le faire. C'est une majorité. On peut le faire. Alors moi je m'étais préparé pour le bonheur et donc vous n'avez pas parlé du bonheur. Vous avez peut-être en parlé un petit peu. On va parler plutôt du malheur du monde. Du malheur du monde. Alors là, je vais vous plomber et de la guérison possible. Voilà, donc on finira sûrement par le bonheur. En tout cas, je vais passer la parole à Monsieur Tosolini, qui est représente notre partenaire Sorams, avec lequel nous organisons ces manifestations, et qui va vous poser des questions sur le sujet. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Donc, au plaisir de recevoir Frédéric Lenoir ce soir dans le cadre des culturels si chers au cœur des Alésiens et des autres. Je voudrais joindre mon bonheur aussi, mais mon bonheur de lecteur. En effet, un libraire par profession rencontre un auteur aussi fécond que Frédéric Lenoir, car vous avez su jouer avec brio dans tous les genres littéraires. On vous rencontre bien avant, souvent, de vous avoir lu en profondeur. C'est maintenant chose faite, et c'est donc avec bonheur, un bonheur non dissimulé, que j'ai pu enfin découvrir sous les masques du personnage public, celui que l'on vient d'évoquer, l'essayiste, l'éditeur, le journaliste et l'auteur au succès retentissant, un penseur engagé, clair, généreux et courageux. Vous avez été souvent récompensé pour vos livres, et votre œuvre non seulement a été primée, mais a su rencontrer un large public. Mais il m'avait semblé impossible, dans le temps qui nous était imparti et dans le cadre où nous sommes, c'est-à-dire l'École des Mines, de tout aborder en un seul soir. Aussi, nous avons choisi de nous attacher à l'un de vos récents essais, La guérison du monde, qui a reçu d'ailleurs le prix du meilleur essai d'économie en 2012. Voilà, on va tourner autour de ce livre, mais ça ne nous interdira pas de parler de la question du bonheur. Et dans ce livre, d'une plume bien trempée, vous dressez un diagnostic sans concession des crises qui secouent le monde moderne. Mais, et c'est un des autres aspects de votre courage et de votre générosité, vous osez aussi penser des voies de guérison du monde. Quand les Cassandres aux petits pieds qui occupent souvent la scène médiatique se seraient contentés de ricaner. Alors la question qui nous retiendra ce soir, outre le bonheur de vous recevoir et de vous entendre, c'est si la guérison du monde passait par chacun d'entre nous. Elle est posée donc dans l'auditorium d'une grande école, l'école des mines, où sont formés nos meilleurs ingénieurs qui sont rompus aux sciences dures. Ça m'oblige un peu à vous demander d'abord ce que vous entendez, Frédéric Lenoir, par monde lorsque vous y réfléchissez. Bon. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'École des Mines pour cette invitation.
Et puis, merci d'être venu parce que le temps était quand même pas clément. Et j'ai fait une expérience récemment de vigilance orange. C'était dans une autre ville de France que je ne mentionnerai pas, puisqu'il y avait 500 places réservées, il y avait 150 personnes. Et on m'a dit, ah non, mais dès qu'il pleut un peu trop, les gens sortent plus. Alors je vois qu'ici, les Cévenols, ils sont habitués aux intempéries, donc c'est pas un souci. Et puis je crois qu'il y a de la concurrence ce soir, avec Jean-Louis Trintignant, avec une soupe associative. Donc je suis très touché que voilà, vous soyez là. Moi j'aurais peut-être été voir Trintignant, mais je crois qu'il était là hier aussi, donc tout va bien. Alors pour répondre à votre question, il faut que je m'en souvienne. C'était monde, ah oui, qu'est-ce que j'entends par monde? Oui. Car plusieurs conceptions sont possibles. Je suis redoutable pour les personnes qui m'interviewent parce que souvent, c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc heureusement que vous êtes là, vous allez bien me recadrer. Donc le monde. Qu'est-ce qu'on entend par le mot monde? Alors évidemment, quand je parle de la guérison du monde, je parle bien entendu de notre humanité qui est profondément blessée. Mais je ne parle pas que de l'humanité. Je parle aussi du monde au sens où les Grecs l'entendent, c'est-à-dire du cosmos. Et je crois qu'une des choses qui est le plus atteinte aujourd'hui, c'est le lien que nous avons avec le monde, entendu comme cosmos. Parce que nous avons un rapport au monde, on pourrait dire la nature aussi, avec un N majuscule, qui a profondément évolué au fil des millénaires et au fil des siècles. Et je crois qu'une des grandes parties de la crise et des crises, notamment, bien évidemment, à commencer par la crise écologique, mais pas uniquement, vient de cette évolution de notre rapport au monde. Et ça vaut peut-être la peine, effectivement, de prendre quelques minutes pour que je vous montre quelques jalons historiques pour voir comment, progressivement, l'être humain s'est arraché à la nature et a rompu ce lien vital qui le reliait au monde. Et peut-être que beaucoup de crises, non seulement, encore une fois, écologiques, mais aussi psychologiques, existentielles, morales, viennent de là. Alors, on sait que l'homme préhistorique vivait un rapport fusionnel avec le monde, puisqu'il se sentait faire partie du monde. Il faisait partie de la nature. Et on en a encore des traces aujourd'hui, avec tous les peuples, dits les peuples premiers, qui vivent insérés dans la nature. Tous ceux qui connaissent cette très belle émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous à un terrain inconnu, peuvent voir régulièrement comment, effectivement, on vit encore dans des lointaines régions du monde, en osmose avec la nature. Et pour ces gens, quand on les observe, et les ethnologues les ont observés tout au long du XXe siècle, on comprend qu'ils ne se séparent pas de la nature. Ils font partie d'un tout et ils respectent la nature. Et la première grande rupture a eu lieu dans le passage du paléolithique au néolithique, puisque ces peuples dont je viens de parler, ils vivent un peu comme au paléolithique, c'est-à-dire essentiellement des chasseurs-cueilleurs ou nomades ou semi-sédentaires. Et le passage du paléolithique au néolithique a créé une rupture déjà très très importante, puisque l'être humain à ce moment-là va se sédentariser et va développer l'élevage et l'agriculture, c'est-à-dire va se donner une autosuffisance. Il va chercher à s'émanciper de la nature pour se donner une survie alimentaire par un contrôle. Donc l'être humain commence à contrôler son alimentation. Et à partir du moment où il commence à contrôler son alimentation, il est beaucoup moins tributaire, évidemment, de la chasse ou de la cueillette. À ce moment-là, c'est l'élevage et l'agriculture qu'il maîtrise beaucoup mieux. Il reste tributaire de la nature à travers, évidemment, la pluie, les intempéries, la météo. Mais pour le reste, il commence à s'émanciper de la nature. Et à partir du moment où il va s'émanciper de la nature en mettant un enclos autour des villages et des cités, à la fois pour se protéger des bêtes naturelles et puis des ennemis, il va changer son rapport au monde. Et d'un rapport, je dirais, horizontal au monde, il va partir dans un rapport vertical. Et c'est là que commence à apparaître dans les sociétés humaines l'idée d'une hiérarchie de la terre au ciel. Et les esprits de la nature, qui étaient ces forces invisibles auxquelles croyaient les hommes préhistoriques, vont être d'une certaine manière remplacés par les dieux et les déesses de la cité. Mais les dieux et les déesses de la cité sont faits à l'image de l'homme. Ce sont des représentations qui correspondent finalement à des êtres humains transposés au ciel. Et on va commencer à se donner une hiérarchie dans laquelle il y aura toute une série de strates, de castes. Il y a les humains les plus inférieurs, puis il y a des êtres humains plus importants, une forme d'aristocratie. Le roi
ou le chef qui est presque relié au dieu, qui bien souvent, il y a un lien d'ailleurs consubstantiel entre l'empereur, le fils du ciel en Chine, etc., le pharaon, considéré comme fils de Dieu, et les dieux et les déesses. Mais dans cette hiérarchie-là, verticale, l'homme s'est coupé déjà une première fois de son lien vertical avec la nature. Il ne fait plus partie de la nature, il l'observe. Il l'observe et il va chercher de plus en plus à la maîtriser, à la contrôler pour ses besoins. Et donc déjà, psychologiquement, il y a un arrachement de l'homme au monde. Et un sociologue comme Max Weber a très bien parlé de cet arrachement en parlant du désenchantement du monde. Alors c'est un mot qu'on connaît surtout parce qu'il a été repris par Marcel Gauchet pour parler plutôt de la sécularisation. C'est-à-dire quand Gauchet parle, il reprend l'expression à Max Weber pour l'utiliser comme le fait que nos sociétés ne sont plus religieuses. Ce n'est pas du tout le sens que lui donnait Max Weber. Max Weber, quand il parle du désenchantement du monde, si on traduit littéralement le mot allemand, ça veut dire le monde a perdu son aura magique. La nature n'est plus magique. La nature est désenchantée. La nature n'est plus habitée par des flux, des forces invisibles. La nature, c'est une chose qu'on peut utiliser. Et ça commence un peu avec ce processus de rationalisation, avec effectivement le passage du paléolithique au néolithique, la construction des empires et des royaumes terrestres dans lesquels le développement aussi technologique permet à l'homme de s'émanciper de plus en plus de la nature. Et puis, ça va continuer intellectuellement, avec des penseurs, avec des philosophes, qui vont de plus en plus considérer l'être humain comme à part dans la nature. On ne le met plus en continuité avec les autres êtres vivants, que ce soit les plantes, mais aussi les animaux. On le considère comme à part et il a une mission particulière dans les sociétés religieuses antiques, c'est de maintenir l'ordre du monde à travers le rituel. Et les sacrifices, les rituels, dans toutes les civilisations antiques, sont là pour maintenir l'ordre du monde. Mais on a encore une vision d'un monde dans lequel à la fois l'être humain a une responsabilité, il est différent, mais on pense encore dans le monde antique que le monde est, je dirais, vivant. Il y a un cosmos vivant. La première véritable rupture avec cette idée d'un cosmos vivant, ça va venir par le monothéisme. Puisque le monothéisme considère qu'il y a un Dieu extérieur à la nature qui va créer la nature ex nihilo, à partir de rien. Et donc cette conception-là, elle diffère évidemment de la plupart des cosmogonies antiques, puisque Dieu crée la nature et la crée pour l'homme. On le voit typiquement dans la Genèse, le monde est créé pour l'homme, pour qu'il s'en serve. Alors, à la fois, ce monde-là est encore valorisé, parce qu'il est créé par Dieu, donc il est bon, mais en même temps, il est au service de l'homme, ce qui va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, mais en même temps, il n'est plus habité par des forces invisibles, puisque tout l'invisible dans le monothéisme va être évacué vers le surnaturel. C'est-à-dire que l'essentiel de l'invisible va être le surnaturel, qui est le divin, le monde divin, qui échappe à la nature, puisqu'il est, comme son nom le dit, surnaturel. Ça veut dire qu'en parlant du surnaturel, on évacue le naturel invisible. Ça a l'air de rien, mais c'est capital, ça. Et du coup, finalement, et c'était d'ailleurs une critique que fera Spinoza au XVIIe siècle, en disant, mais le monde naturel est invisible autant que visible. Et comme nous dira le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est-à-dire que dans le monde naturel, il y a de l'invisible. Il y a des flux, il y a des forces, il y a une organisation incroyable. Il y a, on pourrait dire, une âme du monde. C'est ce que les anciens appelaient l'anima mundi. Il y a une âme du monde. De même que nous, on a un corps, on a une âme qui permet à notre corps de se mouvoir, d'avoir une unité. Et cette âme, on ne la voit pas. On la devine par ses effets, mais on ne la voit pas. Et bien de la même manière, il y a une profondeur du monde visible qu'on appelle l'âme du monde. Et c'est ce à quoi les monothéistes vont effectivement progressivement se détacher pour créer un lien direct entre une nature plus objectivée, plus matérielle, et un Dieu surnaturel qu'il a créé. Et une étape de plus va être franchie au XVIIe siècle avec Descartes, qui est le grand philosophe de la rupture définitive entre l'homme et le monde. Descartes est l'héritier du monothéisme chrétien, donc il considère effectivement ce décalage très important entre le surnaturel et le naturel, mais lui va carrément effectivement nous dire explicitement, d'un point de vue rationnel, que le monde n'est qu'une chose. Il n'est qu'un objet, qu'une chose, la matière observable. D'abord, il n'y a que la matière observable,
il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'âme du monde. Et en plus de ça, cette matière observable, on peut la disséquer, on peut la couper, on peut l'analyser, on peut la mesurer. Et donc c'est bien la preuve qu'il n'y a rien d'autre. Et il va en cela faire quelque chose de très utile et quelque chose de dramatique. La chose très utile, c'est que il va donner la méthode qui va permettre le développement de la science expérimentale. Et on en bénéficie tous aujourd'hui. C'est-à-dire si on vit plus longtemps, si on guérit un tas de maladies, si on a fait des progrès technologiques colossaux qui nous ont apporté beaucoup de choses, c'est grâce à Descartes. Parce qu'effectivement, il a donné une méthode qui permet de considérer la matière comme quelque chose qu'on peut mesurer, disséquer, analyser avec des expériences reproductibles. La science moderne est née de ça. Et en même temps, ce qui est dramatique, c'est qu'en chosifiant la matière, on oublie qu'il y a un cosmos vivant. On oublie qu'il y a une âme du monde. On oublie que la matière, ce n'est pas simplement des ressources qu'on peut manipuler, qu'on peut piller. Et on en vit tragiquement les conséquences aujourd'hui. Et face à Descartes, il y avait Spinoza. Et moi, je crois profondément que Spinoza, qui identifie même Dieu à la nature, puisque pour lui, il spiritualise la matière, il avait vraiment l'intuition juste. Et malheureusement, je dirais, d'un point de vue philosophique, dans notre lien avec le monde, c'est Descartes qui l'a emporté sur Spinoza. Et Descartes va jusqu'à dire que les animaux ne souffrent pas. Ce sont des objets. C'est l'animal-machine. Donc l'homme doit être maître et possesseur de toute chose, c'est dit explicitement dans Discours sur la méthode, et l'animal est une machine, et si il crie, c'est comme un grincement d'horloge. Donc on voit bien jusqu'où va la logique de désenchantement du monde, jusqu'où va la logique de chosification du monde. Et face à cette rupture cartésienne, il y a eu effectivement des tentatives de réenchantement. On en voit une très forte au XIXe siècle avec le romantisme. Le romantisme est une tentative presque désespérée pour essayer de réenchanter le monde, pour nous dire mais le monde est un cosmos vivant, il y a des correspondances partout, on ne peut pas traiter la nature comme une chose. Et déjà les romantiques avaient perçu ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la marchandisation du monde. Et ils dénoncent le mercantilisme, le fait que le capitalisme triomphant, qui est fort au XIXe siècle, est en train de totalement piller la planète, est en train de détruire les équilibres naturels, et finalement, pour le seul profit de l'être humain, sans se soucier du tout de la nécessité du long terme, de la nécessité de maintenir ces équilibres pour les autres espèces vivantes. Et donc cet égoïsme de l'homme occidental qui va se répandre à l'échelle planétaire aujourd'hui a été parfaitement dénoncé par les romantiques, notamment les romantiques allemands. Des gens comme Herder, comme Goethe, avaient une philosophie de la nature qui réhabilitait l'âme du monde. Et puis, tout ça, effectivement, n'a pas été suffisant pour permettre à l'être humain et surtout l'homme occidental de continuer cette alliance assez terrible entre d'un côté cette philosophie cartésienne de la rupture, de la coupure entre l'être humain et le cosmos, et d'un autre côté le capitalisme triomphant qui veut toujours plus, grâce au progrès technologique, arriver à produire des biens au détriment de tous les équilibres naturels. J'étais un peu long, hein, mais excusez-moi. C'était parfait. Mais diriez-vous, Frédéric Lenoir, que la physique quantique pourrait être une façon de réenchanter le monde? Alors effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion philosophique sur l'évolution des sciences, on s'aperçoit que les théories scientifiques qui pouvaient, d'une certaine manière, modéliser l'idée d'un monde uniquement quantifiable, d'un monde de pure matière, sont de plus en plus battues en brèche. Et il est certain que les théories au XXe siècle de la mécanique quantique remettent en question le modèle scientiste, le modèle le plus matérialiste, je dirais, de la conception du monde, en montrant l'interaction profonde qui existe partout à l'intérieur du cosmos, de toutes ces lois naturelles qui nous échappent de plus en plus. Et lorsqu'on fait, par exemple, la théorie de la non-séparabilité, est passionnante, parce qu'elle montre que si deux particules ont été en lien, et qu'après on agit sur l'une, même si l'autre est très loin, elle va interagir. Et donc là, ça ne rentre pas du tout dans le modèle scientiste dominant. Et donc, il y a beaucoup de théories de la mécanique quantique, mises en avant notamment par Schrödinger et Niels Bohr, qui ont permis de, je dirais, réhabiliter l'intuition d'un cosmos vivant. Maintenant, on est encore dans les balbutiements.
C'est-à-dire que la mécanique quantique est encore dans ses débuts, et les conséquences philosophiques de la mécanique quantique, on ne les a pas encore comprises. Il y a beaucoup d'ailleurs de physiciens très connus qui ont utilisé le langage de la philosophie orientale pour essayer de rendre compte de la révolution conceptuelle, et notamment philosophique, de la mécanique quantique. Parce que dans le monde oriental, il n'y a pas eu de séparation entre l'esprit et la matière. Et une des choses que nous montre la mécanique quantique, c'est le lien substantiel entre l'esprit et la matière. Et donc cette interaction permanente est très valorisée dans toutes les philosophies d'Orient, dans le taoïsme notamment, mais aussi dans le bouddhisme. Et donc effectivement, il va y avoir l'utilisation, je pense par exemple au livre Le Tao d'un physicien, il va y avoir l'utilisation d'un certain nombre, je dirais, d'images ou de symboles orientaux utilisés par des physiciens de la mécanique quantique pour essayer d'exprimer dans des termes philosophiques les conséquences de la mécanique quantique, mais qui vont, on va aller très vite parce que sinon on pourrait passer 1 heure sur la mécanique quantique, et en plus c'est pas ma spécialité, mais disons qu'effectivement, vous avez raison, la mécanique quantique est en train de réhabiliter cette idée d'un cosmos vivant. Donc on a bien compris qu'effectivement une autre conception du cosmos était possible, qu'elle a même fonctionné pendant un long moment ou dans de longues périodes historiques, et vous avez bien montré que c'est notre monde où règne la quantité, ce monde qui est né des révolutions intellectuelles et philosophiques du XVIIe siècle. C'est ce monde-là où, en masse, en nombre, qui est traversé par des crises. C'est un monde qu'on peut dire bluffé en quelque sorte par un des développements de la science qu'on appelle la technoscience aujourd'hui. Alors, une bonne partie de votre travail quand même consiste effectivement à dresser un diagnostic parfois sévère des crises qui touchent le monde et l'homme. Alors, ces crises sont systémiques et elles touchent l'homme dans toutes ses dimensions. Alors effectivement, quand j'entends parler de la crise, je me dis mais c'est pas la crise, c'est les crises. Puisqu'on parle tout le temps de la crise économique, c'est celle évidemment qui fait mal, c'est celle qui touche au portefeuille, c'est celle qui touche au pouvoir d'achat. Mais on se rend compte qu'on vit toute une série de crises écologiques, qui peuvent avoir des conséquences bien plus importantes sur le plan de l'histoire de l'humanité que la crise économique actuelle, crise sanitaire, crise des relations internationales, crise des valeurs, crise religieuse, crise du vivre ensemble. On vit toute une série de crises. Et c'est pour ça qu'on pourrait parler de crise systémique. C'est-à-dire que la crise actuelle, elle fait système. Elle n'est pas isolée dans un domaine. Et pourquoi est-ce qu'elle fait système ? Bien évidemment, à cause de la globalisation du monde. Et là, je voudrais insister un tout petit peu là-dessus, parce que j'entends souvent dire, oui, mais attendez, l'histoire de l'humanité, on a vu d'autres. Des crises, il y en a eu tout le temps. Regardez le XXe siècle, en Europe, 2 guerres mondiales, génocide, etc. Bon, il y a eu au Moyen-Âge des épidémies, 1/3 de l'humanité a disparu. Très bien, il y a tout le temps eu des crises, évidemment. Mais il se passe aujourd'hui quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, qui n'a jamais eu lieu et dont les conséquences sont absolument imprévisibles. C'est le phénomène de globalisation. Jamais l'humanité n'a été globalisée. Jamais. Lorsque l'Empire romain s'effondre, c'est la fin d'une civilisation. Les Chinois n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une crise financière à Wall Street, le monde entier est atteint. Si vous avez une centrale nucléaire qui explose quelque part, le monde entier est atteint. Si vous avez un nuage chimique, le monde entier est atteint. Le bouleversement des écosystèmes font que tout le climat est atteint à l'échelle mondiale. Si vous avez un virus quelque part, le monde entier peut être atteint. Donc tout est lié. On est tous interconnectés pour le meilleur et pour le pire. Alors il faut espérer que ce soit pour le meilleur, parce que ça peut nous amener à réagir. Et je crois beaucoup à la résilience. C'est-à-dire que je crois que plus on est confronté à des crises profondes, plus on peut aller chercher en nous des réponses profondes. Et donc c'est pour ça que je reste un optimiste malgré tout. On le voit à l'échelle individuelle, effectivement, on peut traverser des crises, on peut tomber malade, on peut perdre son job, on peut vivre des grandes souffrances, et on peut s'en relever et être encore plus fort. Parce qu'on a gagné en lucidité, parce qu'on a gagné en force intérieure, parce qu'on a creusé, été chercher quelque chose en nous qui nous a permis de dépasser un obstacle, de dépasser un défi. Et j'espère que l'humanité va se servir de cette crise mondiale, à tous les niveaux, pour essayer, dans un acte de résilience, d'aller chercher quelque chose en elle qu'elle n'a pas encore imaginé. Et cette chose en elle, ça pourrait être,
par exemple, une fraternité universelle. Mais pour en revenir à la crise, le mot crise, en grec, crisis, ça veut dire, étymologiquement, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut faire un choix. Dès qu'il y a une crise, il faut choisir. Il faut changer de logique. Et je crois que c'est ce que nous dit la crise systémique actuelle. Ça ne peut plus continuer comme ça, il faut changer de logique. Et de quelle logique faut-il changer ? Est-ce que c'est mettre des rustines ? Est-ce que c'est changer telle petite chose dans l'économie, etc. Je pense que la logique qu'il faut changer, et la question que je me suis posée dans ce livre, La guérison du monde, c'est qu'est-ce qui relie toutes les crises différentes, les crises sectorielles, écologiques, économiques, sanitaires, etc. Qu'est-ce qui les relie ? Qu'est-ce qui fait sens dans cette crise systémique ? Et je crois profondément que la réponse est la suivante. C'est que ce qui relie toutes ces crises, c'est qu'on est passé dans une logique de la quantité. Partout, on est dans le domaine de la quantité. Ce qui compte, dans tous les domaines, sanitaires, économiques, etc., c'est le rendement, c'est l'efficacité, c'est la rentabilité, c'est le court terme. Et c'est ça qui crée partout des dysfonctionnements. C'est ça qui est en train de tuer la planète, c'est ça qui est en train de détruire l'humanité, c'est ça qui est en train de détruire et d'abîmer chaque personne humaine. Parce qu'on n'est pas fait pour la quantité, on est fait pour la qualité. Et je crois que la réponse, c'est le passage d'une logique de la quantité à une logique de la qualité. Redécouvrir que l'être humain a besoin d'une vie qualitative. Et une vie qualitative, c'est autre chose que le rendement, l'efficacité, la production, en vue d'un profit maximal. Et tant qu'on ne changera pas de cette logique, qu'on ne redécouvrira pas à quel point l'être humain ne peut s'épanouir que dans une qualité de vie, que dans un mieux-être, que dans une qualité de relation à lui-même. Mais pour avoir une qualité de relation à soi-même, il faut du temps. Et comment est-ce qu'on peut avoir du temps lorsqu'on est pris dans ces rythmes sociaux et économiques totalement infernaux ? Qualité de relation avec les autres. Comment est-ce qu'on peut avoir une qualité de relation avec les autres quand effectivement on n'a déjà plus de temps pour communiquer et quand on est tous en compétition les uns contre les autres, et cela à l'échelle planétaire. Qualité de relation avec le monde. Et là j'en reviens au premier point, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Redécouvrir qu'on est lié au monde, qu'on est lié au cosmos et qu'on fait partie de la nature. Et que la nature, ce n'est pas une chose qu'on peut dominer et exploiter, et que si on le fait, on va le payer très cher. Parce que la nature est beaucoup plus forte que nous. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il est urgent de redécouvrir ce passage d'une logique quantitative du toujours plus à une logique qualitative du mieux-être. Alors nous avons bien compris qu'effectivement, on ne sortirait pas de ces crises en proposant de simples réformes structurelles, comme on dit souvent en économie ou en politique. Mais vous en appelez plutôt, assez courageusement d'ailleurs, je trouve, quelquefois un peu seul, à une éthique de la responsabilité qui est une véritable révolution anthropologique. Et cette révolution, pour vous, servira à ouvrir les voies de la vraie guérison. Et au cœur de cette éthique de la responsabilité, eh bien, elle consiste en quelque sorte à se transformer soi-même. Alors, sur quelle valeur pensez-vous fonder cette transformation de l'homme et établir une éthique de responsabilité qui serait, il me semble qu'on le comprend maintenant, globale et universelle elle aussi? Alors pourquoi est-ce que je parle d'éthique de responsabilité ? C'est à cause de l'individualisme. Au fond, les sociétés modernes ont émancipé l'individu du groupe. C'est ça la modernité. C'est l'émancipation de l'individu par rapport au poids de la communauté, de la religion, du groupe. C'est une révolution dont on est tous bénéficiaires, puisque ça nous permet de penser librement, de nous exprimer librement, de choisir librement nos responsables politiques. Et donc on est sorti de toute forme de totalitarisme et de toute forme, je dirais, de suggestion qui nous empêche d'exprimer, de vivre selon nos propres valeurs. Donc, je me réjouis évidemment de l'émancipation de l'individu par rapport au groupe. Sauf que, lorsqu'on gagne cette liberté, lorsqu'on gagne cette autonomie, le prix à payer pour que ça fonctionne encore, pour qu'une société fonctionne encore, ça s'appelle la responsabilité. Dans le monde moderne, on ne peut être autonome et rester dans une société harmonieuse que si les individus sont responsables.
Ça veut dire ne plus s'appuyer sur l'État, sur les choses extérieures, mais avoir soi-même une attitude juste. Essayer d'avoir conscience que nous sommes tous responsables des enjeux et de la qualité du bien commun et du vivre ensemble. Lorsque vous êtes dans un monde traditionnel, chacun a sa place, tout est ordonné, et donc ça fonctionne de manière holistique. Tout est organisé, et il y a un État autoritaire qui s'assure que ça fonctionne bien. Lorsqu'on s'émancipe dans nos sociétés démocratiques de ça, qu'est-ce qui va être influent auprès notamment des responsables politiques? C'est l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est vous et moi. Et donc, on ne peut influencer le politique que par nos propres convictions, engagements, et bien évidemment, ça se traduit au quotidien. Et donc, c'est pour ça que dans ce processus historique d'émancipation de l'individu qui est en train de gagner la planète entière, et je m'en réjouis, on ne peut encore vivre dans des sociétés équilibrées que si chacun d'entre nous a un sens de la responsabilité individuelle et collective. Et donc ça nous demande un surcroît de conscience. Et on voit ça dans tous les niveaux. Déjà, Rabelais nous disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire, plus il y a de technologie, plus il y a de science, plus il faut de conscience. Et bien on peut appliquer ça au niveau du fonctionnement des sociétés. Plus les sociétés sont des sociétés d'individus, plus il faut que les individus soient responsables. C'est-à-dire aient conscience des enjeux et soient capables de sacrifier certains intérêts égoïstes pour le bien du collectif. Et on se rend compte aujourd'hui, si je prends le seul exemple de la crise écologique, que bien évidemment, lorsque une majorité d'individus dans une nation n'ont pas envie de faire de sacrifices, n'ont pas envie de faire d'efforts, les responsables politiques ne font aucun effort. Et c'est ce qui se passe depuis très longtemps, notamment avec les États-Unis, qui commencent à faire des efforts. Parce que l'opinion publique américaine est en train de basculer vers l'écologie, alors qu'elle a été totalement hostile à l'écologie, au nom évidemment de l'ultralibéralisme, pendant des décennies. Donc on se rend compte que c'est parce que les individus vont partout s'éveiller à une responsabilité individuelle et collective que les gouvernements vont changer, que les politiques vont changer, qu'il va y avoir de plus en plus de lois qui vont permettre de limiter les gaz à effet de serre, etc. Et donc finalement, nous sommes, vous et moi, responsables par nos engagements. Et les engagements peuvent être faits de manière très diverse. C'est l'engagement dans la manière dont on consomme, dans les achats qu'on fait. Si on est de plus en plus nombreux, des centaines, des milliers, des millions, à acheter bio, à acheter commerce équitable, eh ben ça va développer partout le bio et le commerce équitable. Si on est de plus en plus nombreux à boycotter certains produits chimiques ou des grandes firmes internationales, etc., ça modifiera la donne. Donc on est tous responsables, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a cette possibilité, chacun d'entre nous, parce qu'on peut être nombreux à faire ça, à agir. Et puis je pense quelque chose de très positif à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il peut se créer des chaînes planétaires qui deviennent des lobbies, et des lobbies utiles. Parce qu'il y a des lobbies, on connaît les lobbies qui peuvent être des lobbies effectivement au service de très grands groupes internationaux, notamment dans l'agroalimentaire, mais il y a aussi des lobbies à travers des pétitions mondiales qui recueillent des dizaines de millions de signatures qui font bouger les choses. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a plein d'outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir exercer cette responsabilité individuelle et de pouvoir agir de manière politique, à la fois sur le plan local et sur le plan global. Puisque je crois que c'est surtout là que les choses vont se jouer. Je crois que cette manière d'agir qui peut aider à la guérison du monde, ce passage d'une logique de la quantité à une logique de la qualité, je crois que les deux lieux d'expression principaux, c'est le local et le global. Le local autour de nous, comment est-ce qu'on vit vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos voisins, dans notre cité, dans notre ville, est-ce qu'on améliore la qualité de vie là où on vit? Et ça, on est tous concernés, on peut tous agir auprès de nos maires, de nos représentants pour aller dans ce sens-là. Et puis, le global, c'est évidemment au niveau international, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois qui puissent limiter, par exemple, la financiarisation de l'économie. C'est capital. Quand Obama a été élu en 2008, il a dit on ne va plus jamais ça, on va réguler complètement la finance internationale, et puis il a cédé sous le poids des lobbies, et il n'a rien fait. Et il faudra attendre encore une nouvelle crise qui va arriver, hein. Tout va s'effondrer à nouveau une nouvelle fois, pour que peut-être les politiques décident enfin de faire des lois qui régulent la finance internationale. Et puis, évidemment, la régulation sur le plan écologique est capitale et d'une très très grande urgence. Donc voilà pourquoi la responsabilité est au cœur du problème aujourd'hui. Et cette responsabilité, elle se fonde sur un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, ce qui me rassure,
c'est qu'elles sont universelles. Et une des choses que j'ai pointées dans mon livre, c'est qu'il existe dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, des valeurs qu'on retrouve, qui ont été portées par à la fois des courants philosophiques, religieux, moraux, aussi bien le confucianisme que la philosophie antique, que le christianisme, le judaïsme ou l'islam, etc. Et qui montrent qu'il existe des valeurs phares, éthiques, comme par exemple la justice. Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas élaboré la valeur de justice comme étant fondamentale pour le vivre ensemble. Valeur de vérité, recherche de vérité, valeur de beauté, sensibilité et importance accordée à la beauté et à la contemplation du monde. Valeur de respect d'autrui, qui passe par ce qu'on appelle la règle d'or, qui est une formule qu'on retrouve dans toutes les civilisations antiques, qui ne se connaissaient pas forcément. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Vous savez déjà, si on appliquait ça, le monde changerait. Hein. Donc voilà tout un certain nombre de choses qui sont simples, mais si on les active, peuvent permettre de dépasser à la fois les crises dans lesquelles on est empêtré, et puis ce choc des cultures et des civilisations dans lequel on s'englue également, qui est un autre problème. Alors la règle d'or, évidemment, on la retrouve dans Saint Matthieu et chez Kant aussi. Mais vous êtes aussi historien des religions, réputé. Bayard vient d'ailleurs de rééditer l'impeccable livre des sagesses que vous avez écrit avec Issy et Tardant-Masquelier. Et puisque nous avons ouvert notre discussion par une question, disons, de physique, entre guillemets, j'aimerais quand même vous demander votre point de vue d'historien des religions. Dès l'instant où nous parlons de valeurs, quelle place le religieux tient-il dans l'élaboration de ces valeurs, dans leur transmission, dans leur vitalité, puisque aujourd'hui le religieux, par ses échos médiatiques, est un peu incompréhensible et ses éclats politiques ne laissent pas d'inquiéter. Bon, heureusement qu'on a toute la nuit, hein, parce que sinon je ne sais pas comment je m'en sortirais. On passe de la mécanique quantique à la religion. Donc, bon, très vite sur la religion. En 2 mots, je crois que la religion peut produire le meilleur et le pire. Les religions parce que c'est un système de croyances collectives et de rituels collectifs, ont une dimension éminemment politique. Et là, je distinguerais la religion de la spiritualité, même si les deux sont souvent imbriqués, mais pas toujours. La dimension spirituelle, c'est la quête du sacré qui anime chacun d'entre nous. On se pose tous plus ou moins des questions sur le sens de la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Comment faire face à la souffrance? Sur la profondeur de l'énigme, je dirais, du monde. Vous savez que Einstein, qui n'était pas croyant, en même temps disait « je suis religieux », au sens spirituel d'ailleurs du terme, au sens où je suis ému et bouleversé par le mystère du monde. On ne peut pas expliquer la vie. Et donc, il y a ce côté spirituel, cette fibre spirituelle que nous avons tous et qui fait qu'effectivement, on est ému par l'univers, par l'aventure de la vie, et on se pose des questions existentielles. Et puis, on peut faire une expérience de l'amour, une expérience de la beauté. Moi, ma première expérience spirituelle, c'est pas un catéchisme qui me l'a apporté, c'est la beauté du monde. Je me souviens, vers 8-9 ans, être dans la nature avec un rayon de lumière dans une clairière, et je suis tombé, mais saisi par la beauté. Et là, je me suis dit, oh, que le monde est beau. Et c'est peut-être la première expérience de l'amour que j'ai fait, c'est-à-dire un amour pour le monde. Et puis, ça avait sans doute quelque chose de sacré. Et donc, on peut tous être touchés par cette dimension spirituelle. La religion va être l'organisation sociale et collective de ce sacré. Et donc, la religion a toujours une dimension collective, sociale, politique. Et comme Régis Debray l'a très bien montré dans sa critique de la raison politique, il n'y a rien de mieux que la religion pour tenir ensemble des individus, parce que ce qui les relie est invisible. Donc on ne peut pas le critiquer. Donc il n'y a pas mieux qu'une transcendance qui nous échappe pour dire aux gens, mettez-vous d'accord et vivez ensemble. C'est pour ça que les religions ont joué un rôle très très important dans le développement et la structuration politique des sociétés. Et puis, donc on le voit dans l'Antiquité, dans toutes les premières, quand je parlais tout à l'heure
il y a plusieurs millénaires du développement des cités, des villages, des royaumes, etc., ça s'est fait avec de la religion. Le roi, le pharaon, l'empereur tirait son pouvoir de la transcendance, des dieux. Sinon, il n'avait pas de légitimité. Et c'est ce qui permettait, avec la manière dont les prêtres géraient le rituel collectif, ça permettait d'unir les individus à travers des croyances et des rituels communs. Et du coup, ça a permis aussi l'élaboration d'une éthique, puisque les religions ont toujours été porteurs, finalement, d'une éthique qui permet de vivre ensemble. Donc les 10 commandements, pour schématiser les choses, mais ça existe sous toutes les formes, dans toutes les cultures du monde, c'est-à-dire des critères moraux essentiels qui respectent suffisamment autrui pour qu'on puisse vivre ensemble. Ça, c'est le positif. Maintenant, le négatif, c'est que la religion crée du lien social au sein d'une même communauté, mais elle crée de l'exclusion par rapport aux autres, à ceux qui n'en sont pas. Et donc, par essence, la religion est à la fois source de lien et source d'intolérance et d'exclusion. Parce qu'effectivement, ceux qui ne partagent pas les croyances et les rituels d'une religion sont exclus. Donc ça devient les hérétiques dans toutes les religions qu'on va condamner. C'est l'Inquisition au Moyen-Âge, dans la chrétienté, qui contredit totalement le message de l'Évangile, mais peu importe. On est dans une dimension politique. Et ça va être effectivement les infidèles et tous ceux qui ne partagent pas la même foi qu'on va combattre. Donc la religion produit le meilleur parce qu'elle est vecteur de civilisation, et on pourrait le dire pour plein d'autres raisons également intellectuelles, de civilisation et d'éthique, et en même temps, elle produit de l'intolérance et donc de la violence au nom de la religion. Chez saint Augustin, qui est quelqu'un d'admirable par bien des aspects, il y a également des choses terribles. Saint Augustin va légitimer, à ma connaissance le premier, chez les grands théologiens chrétiens, la notion de guerre sainte. Puisque à Faustus, gouverneur romain, qui lui demande ce qu'il faut faire avec les hérétiques de telle hérésie, il leur dit il vaut mieux les éliminer parce qu'ils sont dangereux pour la foi chrétienne. Et donc, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller carrément. Donc, on voit très bien que cette notion-là, elle a été pensée dans toutes les religions, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme et dans un certain nombre d'autres religions, parce qu'on a tendance à un peu idéaliser les religions orientales, mais il y a aussi de la violence qui est sécrétée, on le voit bien aujourd'hui avec les renouveaux identitaires très forts en Inde, il y a de la violence qui est sécrétée aussi par la religion. Donc dans le cadre d'un choc culturel qui est celui de la globalisation du monde, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que lorsqu'on est trop rapidement mêlés les uns aux autres, c'est ce qui s'est passé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, lorsque le monde s'est globalisé de manière extrêmement rapide et essentiellement à travers la technoscience produite par l'Occident, ça a sécrété des réactions identitaires. Et quand vous cherchez de l'identité collective, vous allez vers le religieux. Parce que c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu'il y a de plus ancien, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc voilà pourquoi il y a des réactions identitaires religieuses dans le monde entier. On a vu ça très fortement évidemment avec l'islam, mais on le voit aussi aujourd'hui chez nous, face à l'islam. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent « je redécouvre que je suis catholique ». Et je leur dis « pourquoi ?» Ils me disent « parce que je ne suis pas musulman ». Donc ça montre bien à quel point le religieux, même s'il est plus vécu de manière spirituelle ou de manière mystique ou de manière avec l'expérience, reste un vecteur identitaire fort. C'est un marqueur identitaire fort. D'où le retour du religieux aujourd'hui, qui est un retour inquiétant, puisqu'il a tendance à se faire dans la peur de l'autre. Et donc face à ça, quel est pour moi l'antidote, et c'est là que les choses sont quand même plutôt bien faites, c'est que le religieux porte en lui l'antidote de son propre dogmatisme et de son propre fanatisme. Et ça s'appelle la spiritualité. Et il y a dans toutes les religions, l'islam, le judaïsme, le christianisme, dans toutes les religions qui aujourd'hui sont marquées par ces formes de retour identitaire dur, il y a aussi des courants mystiques, des courants spirituels qui permettent aux individus, parce qu'ils vont aller dans la profondeur de leur être, parce qu'ils vont faire une expérience intérieure profonde, ils vont être capables de dialoguer avec les autres. Je m'en suis rendu compte de manière très saisissante, à travers un dialogue que j'ai fait entre un lama tibétain et un moine bénédictin. J'ai organisé il y a 10 ans une rencontre, puisque je m'intéresse particulièrement à ces deux traditions, et je voulais voir ce qu'ils avaient à se dire. Et pendant 8 jours, ils ont vécu ensemble, d'abord dans un monastère, ensuite dans un centre tibétain, et ils ont parlé chacun de leur tradition.
on a commencé par les aspects, je dirais, les plus dogmatiques. Et là, ils étaient d'accord sur rien. La théologie les séparait totalement. D'un côté, il y a un Dieu créateur, d'autre côté, il n'y en a pas, etc. Et puis, au bout de 3 jours, je leur dis, mais parlez-moi de votre vie spirituelle, de votre vie intérieure. Et là, ils étaient d'accord sur tout. L'importance du silence, l'importance de l'intériorité, l'importance de la compassion, le combat spirituel, comment se détacher tout en étant engagé. Enfin, ils étaient mais incroyablement en harmonie. Et là, je me suis rendu compte de manière très concrète que lorsque les religions divergent sur un plan culturel, parce qu'elles sont issues de cultures différentes et donc de formulations théologiques différentes et donc aussi de formulations mentales différentes et donc aussi de conceptions du monde différentes et donc aussi évidemment d'un langage différent, tout ça diffère par les cultures. Il y a néanmoins une universalité de l'expérience spirituelle. Ça, c'est passionnant. On pourrait dire les mystiques de toutes les religions se retrouvent sur l'essentiel. Et c'est pourquoi je pense que plus il y aura d'intériorité chez les religieux, plus il y aura chez tous les gens qui s'intéressent à la religion une expérience intérieure, un vécu spirituel, plus on pourra dialoguer les uns avec les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ces deux tendances. Il y a la confrontation du religieux identitaire et il y a le dialogue de tous ceux qui vivent une expérience spirituelle. Et un petit mot encore là-dessus, je pense que ce qui menace le plus le monde aujourd'hui, c'est d'un côté le matérialisme consumériste, qui est complètement dans l'extériorité, je disais tout à l'heure, dans la matière, et c'est d'un autre côté l'intégrisme religieux, qui lui aussi est totalement dans l'extériorité, c'est-à-dire dans la forme, dans le dogme, dans la formulation, dans le voile, dans l'habit, dans le rituel, et pas dans l'intériorité. Et donc le vrai critère pour moi de discernement, c'est pas de savoir si les gens sont croyants ou pas, c'est de savoir s'ils sont dans l'extérieur ou dans l'intérieur. Et tous les gens qui ont une vie intérieure, qui ont une richesse de vie intérieure, qu'ils soient croyants ou non, se retrouvent pour l'essentiel. Vous voyez, nous avons bien fait finalement d'ouvrir la page de la question religieuse, puisque nous cherchions de toute façon à ce sur quoi nous pourrions refonder cette éthique de la responsabilité. Nous aurions pu aussi ouvrir la page de d'autres courants qui sont très nourrissants pour cette transformation intérieure, issus peut-être des écoles de psychologie, pour peut-être aussi contrebalancer ce qui pourrait apparaître comme une histoire passée, celle des religions, et peut-être ouvrir vers un monde qui, lui, semble savoir faire l'accord entre le meilleur des neurosciences et puis des acquis culturels et spirituels bien enracinés. Alors là, on va peut-être parler du bonheur un tout petit peu. Non, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon livre sur le bonheur, un voyage philosophique, je connaissais surtout la question, j'avais surtout réfléchi à la question de l'épanouissement individuel. Là, on parle de l'individu. L'épanouissement individuel à travers la philosophie et la psychologie. Je ne connaissais pas les neurosciences. Et donc, je me suis passionné pour les neurosciences, voir ce qu'elles nous disent sur la question du bonheur. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'étonnantes convergences. Quelqu'un comme Aristote nous disait déjà dans l'Éthique à Nicomaque, le bonheur, ça provient pour 10%, il ne dit pas 10%, ça provient pour très peu des conditions extérieures. C'est-à-dire du lieu où vous allez naître, du peuple, de la famille, de l'endroit géographique, spatial où vous allez naître. Pauvre ou riche. Peu importe, il dit c'est peu de choses. Par contre, pour plus de la moitié, c'est votre héritage. Alors il va pas dire, là déjà j'utilise le langage des neurosciences, il disait pas ça. Pour plus de la moitié, c'est la chance ou le destin qui vous ont donné telle personnalité ou tel caractère. Et puis, pour une bonne part encore, c'est votre intelligence et votre volonté qui vont être capables de faire des choix de vie qui vont être justes et qui vont vous permettre de vous épanouir. Aujourd'hui, que nous disent les scientifiques ? Le bonheur tient pour 10% aux conditions extérieures, pour 50% à la génétique et donc au caractère, à la sensibilité, et pour 40% à notre libre arbitre, à ce qu'on va en faire. Ça revient exactement à ce que disait Aristote. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une part, effectivement, je dirais injuste, c'est qu'on va hériter d'un tempérament joyeux ou un tempérament triste. On va hériter d'un tempérament optimiste ou pessimiste. Et c'est déterminant pour notre bonheur,
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus. Donc si vous êtes un pessimiste et que vous voyez toujours le verre à moitié vide et que vous râlez tout le temps, vous pouvez faire un travail sur vous-même pour changer, pour essayer de voir le côté positif des choses. C'est pas facile, hein, mais tout le monde peut y arriver. Et donc, le développement de la psychologie positive, c'est ce qu'elle nous apprend. Comment développer notre potentiel créateur, comment s'appuyer sur nos ressources positives pour grandir. Et c'est ce que nous disent les philosophes grecs. On peut tous développer le meilleur de nous. On peut cultiver le meilleur de nous par des exercices spirituels, par de la méditation, par une attention, par une vigilance. Alors là, je vous donne 3 petites choses très simples. Le fait d'être attentif à ce qu'on fait. Même si vous avez un tempérament plutôt anxieux, plutôt porté à ruminer, qui n'est pas spécialement porté au bonheur, eh bien, si vous prenez le temps d'être attentif à chaque expérience, vous êtes en train de faire la cuisine, faites la cuisine. Ne pensez pas à autre chose en même temps. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, écoutez la personne. Ne pensez pas à quelque chose en même temps. Vous êtes en train de regarder la nature, regardez la nature, contemplez. Le fait d'être attentif et réceptif par nos sens et par notre esprit à chacune des petites expériences agréables du quotidien, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Et les neurosciences nous disent aujourd'hui, lorsque on met des électrodes sur un individu, qu'on étudie tout ce qui se passe dans son cerveau, etc., et tout, on s'aperçoit que lorsque l'individu est en état d'attention, ça va sécréter dans son cerveau des substances chimiques comme la dopamine ou la sérotonine qui vont créer un état de bien-être. Et donc la science est en train de nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau, que les philosophes et les poètes nous ont dit depuis 2000 ans, à savoir qu'il faut vivre dans l'instant présent. Et donc être attentif à ce qui se passe dans l'instant présent, ça nous rend heureux. Alors que ruminer en permanence le passé, s'angoisser par rapport au futur, c'est-à-dire être distrait à ce qu'on fait, effectivement, c'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux, qui nous rend anxieux. Donc c'est un tout petit truc, mais savoir savourer chaque petit plaisir de l'instant, lorsqu'il s'en présente, et toute la journée, il y a des petits plaisirs. Hein. Prendre son café le matin, si on aime ça, c'est un vrai plaisir. Mais le savourer pleinement. Et puis, deuxième petite chose, moi qui m'a aidé aussi, c'est que bien souvent, on ne retient que les choses négatives. Et ça, les biologistes nous l'expliquent très bien. C'est un mécanisme de l'évolution. L'être humain, à cause de la loi de la sélection, finalement a réussi à se développer particulièrement comme espèce parce qu'il avait cette capacité de mémoriser les dangers. Et donc, lorsqu'il était face à un danger, il se souvenait qu'il y avait un danger et le coup d'après, il se fait pas reprendre. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut mémoriser chaque chose négative. Sauf qu'aujourd'hui, on fonctionne toujours comme ça. On n'est plus dans la préhistoire, mais on fonctionne toujours comme ça. Chaque fois qu'on vit quelque chose de négatif, une expérience douloureuse, ça nous marque beaucoup plus que les choses positives. Et donc, une des clés du bonheur, c'est d'arriver à mémoriser autant les choses positives que les choses négatives. Et vous vous apercevrez dans une journée, si vous faites un petit examen de conscience le soir, spontanément, au moment de vous coucher, vous allez vous rappeler ce qui n'a pas été. Vous allez vous dire, ah, aujourd'hui c'était chiant ce problème-là. Et puis, si vous faites un effort de conscience, mais qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Ah bah tiens, oui, il y a eu ça. Ah bah il y a eu telle rencontre, il y a eu tel coup de fil sympa, et puis j'ai réussi ça, puis j'ai lu tel bouquin. Et vous allez vous dire, mais en fait, il y a peut-être eu beaucoup plus de choses positives que négatives. Mais on n'en a pas conscience. Et donc, conscientiser les événements positifs, ça relève d'un acte de volonté. C'est que ce n'est pas naturel. Et le faire, ça change tout. Et alors, si vous voulez aller encore plus loin dans le bonheur, soyez dans la gratitude. Le fait de remercier la vie, Dieu ou l'univers, peu importe vos croyances, pour les choses positives, ça vous rendra encore plus heureux. Donc, vous voyez qu'on peut faire plein de petits exercices qui nous rendent beaucoup plus satisfaits, beaucoup plus apaisés, si on maîtrise notre esprit, si on maîtrise nos pensées, si on les dirige intentionnellement vers quelque chose qui nous fait du bien, plutôt que de les laisser aller spontanément, naturellement, vers quelque chose de négatif. Donc là, on a une formidable responsabilité sur notre bonheur. Voilà pourquoi je crois que même si on est tous conditionnés par nos gènes, par notre tempérament, par notre sensibilité, à être plus ou moins heureux ou malheureux, on a une vraie possibilité d'accroître notre bonheur, notre bien-être, notre épanouissement, notre paix intérieure, à travers une conscience, à travers une vigilance, à travers la manière dont on oriente notre esprit. Donc vous voyez, excusez-moi, c'est encore la vie intérieure. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est la vie intérieure, la réponse à toutes les crises, mais c'est aussi la vie intérieure qui nous apportera notre bonheur, plus que les choses extérieures.
Et on voit bien que cette vie intérieure, elle est effectivement au service d'actions très concrètes et d'engagements tout à fait positifs. Vous les avez déjà largement évoqués, et je voudrais quand même laisser assez vite la parole au public. Néanmoins, j'ai quand même le plaisir de signaler la parution d'un ouvrage collectif qui lui aussi trace des voies d'espérance. C'est un livre d'entretien d'Olivier Lenaire, auquel vous avez participé. Et je signale aussi, et c'est une forme d'engagement assez simple et concrète, une forme d'action, que les droits d'auteur de ce livre seront tous reversés au Resto du Cœur. Et on y trouve une dizaine d'entretiens tout à fait nourrissants, et certains plein de projets audacieux. Et je voudrais donc rappeler qu'on peut effectivement chercher cette transformation de soi et sonder ses profondeurs, mais ça ne nous interdit en aucunement d'être actifs et engagés. Si vous avez quelques anecdotes peut-être sur ces rencontres qui ont dû peut-être être assez savoureuse. Non, moi j'étais très heureux de participer à ce livre collectif parce qu'on est nombreux à penser globalement la même chose, même si on le dit avec des mots différents. Et le fait de le dire collectivement, ça a beaucoup plus de force. Et donc pouvoir faire un livre collectif avec Françoise Héritier, avec Nicolas Hulot, avec Éric Orsena, avec Pierre Rabhi, on est tous différents, on travaille dans des domaines différents et on se rejoint sur l'essentiel. Chacun avec son expertise. Et donc c'était très joyeux d'abord de se rencontrer, puisque pour la plupart nous ne nous étions jamais rencontrés. Il y a eu plusieurs moments de rencontres qui ont créé des liens. Et puis c'était vraiment éclairant de lire les autres, de voir comment chacun, Anne-Sophie Novelle, qui est une économiste, qui travaille sur toutes les économies alternatives, et qui nous montre qu'aujourd'hui il y a plein de développement, d'éinitiatives, d'économies sociales et solidaires qui sont la meilleure réponse à la crise économique actuelle. Le fait d'écouter ce que va nous apporter comme trésor d'innovation, d'inventivité, c'est la résilience dont je parlais tout à l'heure. On voit qu'aujourd'hui, face à cette crise systémique qui nous écrase, il y a plein de gens qui ont des idées géniales, qui permettent de trouver une autre manière de vivre, de consommer, de produire, qui respecte le long terme, qui respecte la qualité de la nature, qui respecte la qualité de vie. Et ça marche. Et donc le fait de donner la voix à tous ces signaux faibles, c'est une manière de dire que l'humanité peut progresser et peut changer. Et moi, la part que j'ai voulu apporter à l'intérieur, parce que je ne suis pas spécialement spécialiste de ça, même si je m'intéresse beaucoup, la part que j'ai voulu apporter, c'est une part plus philosophique, en disant que ce qui m'apparaît l'enjeu, peut-être un des enjeux les plus importants à l'intérieur de ce chemin d'espérance pour essayer de guérir le monde, c'est d'acquérir du discernement. On est dans un monde de confusion, on est dans un monde d'une extrême complexité, et je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de discernement, d'esprit critique, de lucidité, pour ne pas se laisser manipuler. On se fait manipuler toute la journée. On est manipulé par les médias, on est manipulé par les lobbies, on est manipulé par la publicité. Et donc, essayer d'acquérir une force intérieure qui nous permet de discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de ce qui est juste de ce qui n'est pas juste, de ce qui est positif de ce qui est négatif pour l'être humain, pour nous-mêmes et pour la société. Aristote disait, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, disait « L'être humain a tendance à descendre le fleuve, c'est-à-dire à se laisser porter par les courants dominants. » Et qu'aurait-il dit à notre époque, hein, à se laisser porter par les courants dominants. Et il a cette phrase pleine d'humour, il dit « Les cadavres descendent encore plus vite que les autres. » Parce qu'ils n'opposent aucune résistance au mouvement de l'eau par la pensée. Et le philosophe, pour Aristote, c'est celui qui tente de remonter le fleuve à contre-courant, par son discernement, par l'usage de sa pensée, de sa réflexion. C'est pour ça qu'on devrait enseigner les fondements de la psychologie et de la philosophie aux enfants dès l'école primaire, voire maternelle. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça que j'ai eu envie de... Parce que je me dis que ce ne sera pas fait demain matin. Donc j'ai écrit un conte initiatique qui s'appelle Cœur de cristal, où j'essaye, à travers un conte de fées, il était une fois dans un royaume lointain, etc., de transmettre un certain nombre de fondamentaux
à des enfants de 10-12 ans, qui peuvent le lire dès 10-12 ans, mais les parents peuvent le lire à des enfants plus petits, pour essayer de transmettre, à mon petit niveau, de transmettre un message qui aide à vivre. Parce que je crois qu'effectivement, si notre monde s'en sortira, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à la lucidité, c'est grâce à la raison, c'est grâce au cœur aussi, parce que je crois qu'à côté de la raison, à côté du discernement, c'est bien entendu l'amour, c'est bien entendu la capacité d'être en communion, en lien les uns avec les autres, quelles que soient nos différences et les difficultés parfois de se comprendre, qui permettront de sortir de ces impasses dans lesquelles nous semblons être et qui permettront donc de grandir en humanité et d'essayer de répondre aux défis de la mondialisation. Merci Frédéric Lenoir. Vous avez devancé ma dernière question sur effectivement ce très beau livre Cœur de cristal. Et moi, je vous voyais en disciple de Montaigne qui préférait les têtes bien faites aux têtes bien pleines en écrivant ce conte. En tout cas, merci et il est temps de laisser la place à la parole au public. Alors maintenant, je vais passer à la question. Bien, je veux bien commencer. Bonsoir et encore merci d'avoir été avec nous ce soir. Un vrai régal. J'avais, moi, préparé une question, mais vous avez répondu tout le long. Je vais juste un point plus politique, plus institutionnel. Nous avons des hommes politiques et des partis politiques que je trouve un peu dépassés, voire anachroniques, et qui sont les subordonnés, voire les complices de cette société très matérialiste et dans laquelle, malgré tout, nous vivons et nous sommes heureusement enfermés. Je dis bien heureusement, car nous profitons chaque jour de ce confort de vie, la plupart d'entre nous, qui jusqu'à présent n'a jamais été égalé. Donc on a un peu une question un peu fondamentale. On est bien, on vit dans le confort, mais on ne peut pas se satisfaire de ce point de vue purement matérialiste. Alors quelle politique précisément pourrait-on mettre en œuvre? Quelle nouvelle gouvernance on pourrait envisager en dehors des partis qui existent plus ou moins, je vous disais, sclérosés, qui n'ont plus lieu d'être? Bon, on a jusqu'à 2h du matin, donc... Non, mais je crois que j'ai répondu pour l'essentiel sans rentrer dans les détails. Je disais tout à l'heure, les choses ne se jouent plus tellement à l'échelon politique national. Je disais tout à l'heure, les choses se jouent plus dans le local et dans le global. Et donc, pour nous, c'est la réponse, elle est plutôt au niveau local. Je crois qu'on peut inventer effectivement plein de nouvelles manières de vivre. Vous avez dans la manière de construire des maisons, dans la manière d'organiser la vie commune dans les villes, au niveau de l'éducation, des mairies qui sont très innovantes. Vous avez des lieux, par exemple, j'ai été récemment dans une petite ville des Alpes-Maritimes qui s'appelle Mouansartou. C'est une toute petite village qui, ça fait 30 ans que le maire est écolo. Alors vous savez, si vous regardez une carte de France des élections à chaque fois, vous avez du bleu partout et du vert au milieu. Donc dans un département qui est plutôt dans une logique de droite, voire d'extrême droite, vous avez des gens qui pensent tout à fait autrement. Et ils ont organisé la vie de cette commune de manière extrêmement originale. Il y a plein de covoiturage organisé par la mairie, etc. Donc la mairie facilite toute l'organisation des activités humaines. La mairie facilite, donc les pouvoirs publics, facilite tout ce qui permet d'aller dans le sens, si vous voulez, d'une meilleure harmonie de vie, d'une convivialité, d'une connaissance les uns des autres, etc. Donc partout à l'échelle locale, il peut y avoir une amélioration de la qualité de vie. Ça dépend effectivement des gens que vous allez élire, ça dépend de la conscience des citoyens qui ont envie de faire bouger les choses et ça dépend du réseau associatif. En France, on a un formidable réseau associatif et je crois que c'est vraiment une occasion formidable de s'appuyer dessus pour pouvoir faire progresser les choses à l'échelle locale. Et plus ça progressera partout, plus ça deviendra un poids national.
Et donc, encore une fois, les élections vont être fonction aussi des révolutions des mentalités. Moi, je reviens toujours à cette phrase merveilleuse de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Vous avez une personne qui vit de manière assez exemplaire, qui va essayer d'être écologique dans sa manière de vivre, qui va être respectueux des autres, qui va être solidaire, etc. Mais c'est contagieux. Et à son niveau, comme nous dira Pierre Rabhi, il fait sa part, mais en même temps, il donne envie aux autres de faire pareil. On montre qu'on peut être très épanoui dans une forme de sobriété heureuse, avec moins d'objets et plus de temps et de qualité de vie. Et donc ça, c'est contagieux. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment à l'échelon individuel et local que la révolution du monde va se faire. Autrement dit, n'attendons pas un parti politique nouveau dans lequel on pourra se dire tout va changer grâce à lui. Je voudrais revenir sur 2 points. D'abord sur sur les liens dont vous parliez au tout début entre la nature et le monde contemporain. Alors, il est évident que le problème de l'homme, c'est de n'être pas vraiment un être de nature, puisque sa nature, c'est aussi son intelligence, sa liberté, et ça complique tout. Voilà. Quand on parle, bien sûr qu'il faut retrouver d'autres liens à la nature matérielle, hein, mais peut-être aussi à notre nature et s'interroger davantage sur elle, parce que nous vivons quand même dans un monde largement, comment dirais-je, obsédé pour la plupart des individus par l'avoir, le savoir et le pouvoir. Voilà. Hein. Et donc ça, justement, il faudrait le creuser, parce que c'est la cause de beaucoup de nos maux, hein, premièrement. D'autre part, quand vous parlez du choc des cultures, ça m'a un peu gênée, parce que je trouve qu'il ne faut pas trop entretenir cette expression. Étant donné qu'on se rend compte que lorsque les gens sont pourvus d'une certaine dose de discernement, dont vous avez parlé, que l'expérience de la vie leur a permis d'approcher diverses cultures, qu'ils ont pu réfléchir, qu'ils ont pu s'en enrichir, eh bien ça cesse ce choc des cultures. Le choc des cultures, il n'est qu'au niveau des choses les plus élémentaires. C'est pas parce qu'on change de cuisine qu'on va devenir très malheureux, ou c'est pas parce qu'on doit vivre un peu plus sale que d'habitude parce qu'on n'a pas la douche tous les jours qu'on souffre tellement. Hein. Je crois que le choc des cultures, en fait, c'est une expression qui sert d'alibi à des chocs qui viennent de toute autre nature. Voilà ce qui me gêne. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, donc j'ai rien à ajouter. Frédéric, c'est tout droit. Alors, je vais essayer d'être plus courte. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la notion d'éthique, de responsabilité. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'autre versant, c'est une hyper-réglementation et une hyper-protocolisation des comportements face aux gens qui sont égarés, qui ne sont pas vraiment éveillés, qui n'ont pas conscience de certains actes. Et est-ce qu'il n'y a pas deux pendants, c'est-à-dire le pendant, ceux qui sont responsables, ils sont libres et ils peuvent vivre dans notre société, et ceux qui sont irresponsables, il y a plus de réglementation, ça se durcit en fait au niveau des réglementations. C'est sûr que dans une société où domine l'individualisme égoïste, ce qu'on pourrait appeler l'individualisme narcissique, parfaitement décrit par Gilles Lipovetsky dans L'ère du vide, qui est un livre remarquable pour décrire la manière dont l'individu moderne, même ultra-moderne, des années 80, dans nos sociétés de consommation, se considère comme ayant tout pouvoir pour finalement agir selon sa guise sans se soucier du tout du bien commun, et après lui le déluge. Personnage très bien décrit dans les romans de Houellebecq, avec un cynisme total. Il est bien évident que face à ce genre d'état d'esprit, on est obligé de légiférer de plus en plus. Puisque dans des pays, je connais un peu les pays du nord de l'Europe, ça n'existe pas, ça. Les Danois sont hyper responsables. Naturellement, vous pouvez laisser un vélo partout, personne ne le prendra. Vous pouvez prendre votre journal, on le paye, tout le monde payera. Les gens n'ont pas peur. Donc on vit dans un monde, et c'est valable même dans des pays plus proches comme la Suisse, on vit dans un monde dans lequel effectivement il y a des pays
où il y a une culture de la responsabilité collective et des pays où il n'y a pas cette culture. Et on est typiquement en France, dans un pays où il n'y a pas du tout cette culture de la responsabilité collective, qui nous amène à avoir de plus en plus de réglementations, de plus en plus de caméras de surveillance, de plus en plus de flics derrière chaque lycée. C'est triste, mais malheureusement, tant que les individus ne progressent pas dans un chemin, du coup, puisqu'on ne l'a pas de manière, je dirais, par notre substrat culturel, on n'a pas cette éthique de responsabilité, eh ben, il faut l'acquérir. Et c'est un effort individuel. Et donc là-dessus, j'en reviens à l'éducation. Je crois que plus on enseignera aux enfants, parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, le constat il est triste, hein, mais lorsque on prend les choses à la source, si on formait des professeurs, des instituteurs, pour avoir avec les enfants des discussions très tôt sur le vivre ensemble, je crois que ça changerait tout. Et qu'on aurait des générations d'enfants qui grandiraient ayant appris vraiment les clés du vivre ensemble, ayant compris par des exemples, ayant compris par un enseignement pédagogique bien fait qu'ils ne peuvent pas s'épanouir s'ils ne se respectent pas les uns les autres et s'il y a un certain nombre de règles collectives qui ne sont pas intériorisées. Donc là, on est devant aussi une défaillance, évidemment, d'un système éducatif français, comme Montaigne le disait déjà, qui privilégie la tête bien pleine à la tête bien faite. C'est-à-dire qu'on privilégie effectivement l'accumulation du savoir à une réflexion sur le vivre ensemble et sur ce qui nous aide à vivre. D'ailleurs, Jules Ferry en avait conscience, puisqu'il avait établi des cours de morale dans lesquels il faisait appel à toutes les grandes sagesses du monde. Il avait fait appel au bouddhisme, au confucianisme, à tout un certain nombre évidemment à la morale judéo-chrétienne, mais il reprenait de manière laïque tous les grands principes de sagesse du monde, parce qu'il avait compris qu'il existait une morale universelle et qu'il fallait la transmettre aux enfants, mais ça n'a pas fait long feu. Même si on est revenu un petit peu récemment au cours d'instruction civique, je trouve que c'est une très bonne chose, mais il faut aller beaucoup plus loin. Bonsoir Frédéric Lenoir. Vous nous avez parlé du bonheur, mais quel grand bonheur de vous avoir entendu ce soir. Et quel grand souffle d'amour également. Vous nous avez parlé de vérité, de justice, de joie, de beauté. Mais parlez-nous de cette production, si vous voulez, deux mots. Une production humaine, qui est l'art. Merci. Je ne suis pas l'homo universalis. Hein. Je ne peux pas parler de tout, hélas, parce que tout m'intéresse, mais bien entendu que l'activité artistique et la contemplation des œuvres d'art, je pense, c'est un élément fondamental de notre humanitas. C'est ce qui nous permet aussi d'exprimer la richesse de notre intériorité. Et l'art vient toujours de l'intériorité. Je disais que c'est la vie intérieure qui sauvera le monde, et je pense que l'art est une expression de l'intériorité. Tant pour celui qui le fait, l'artiste est habité par quelque chose. L'artiste descend en lui, l'artiste est concentré, l'artiste est en silence. On produit toujours dans un certain silence intérieur. Et en même temps, celui qui va contempler l'œuvre d'art, il faut qu'il y ait aussi cette intériorité pour pouvoir l'apprécier. Quelqu'un qui n'a aucune intériorité ne peut pas être sensible à la beauté, notamment la beauté artistique. Elle vient toujours d'une résonance de deux intériorités. L'intériorité de l'artiste qui a produit cette œuvre et qui a cherché à dire finalement quelque chose d'invisible. L'œuvre d'art nous parle toujours du visible et de l'invisible. Puisque lorsqu'on voit un tableau, on voit évidemment les formes, les couleurs, etc. Mais derrière ça, on voit la poésie qui nous émeut. Et puis, celui qui contemple, eh ben, soit il est sensible à cette poésie parce qu'il a développé en lui cette capacité d'être réceptif à l'invisible, et il sera bouleversé par un tableau, soit il ne sera absolument pas dans cette intériorité, et il dira simplement, bof, ouais, je préfère le rouge au bleu. Voilà. Mais effectivement, je pense que l'art, c'est le symptôme même de cette culture de l'intériorité qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je dirais que moi, un des arts qui me touche le plus, c'est la poésie. C'est la poésie parce que justement, il nous permet de vivre à tous les niveaux. Je pense qu'il y a plusieurs étages dans l'être humain, d'un point de vue anthropologique. On a l'intelligence, le concept,
on a le cœur, l'amour, et on a l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est tout aussi important. On a besoin de vivre à la fois dans notre cœur, dans notre intelligence et dans notre imagination. L'imaginaire, c'est le monde des symboles. Et le symbole, c'est ce qui relie le visible à l'invisible. Et donc la poésie nous émeut parce qu'effectivement, elle parle à la fois à l'intelligence, au cœur et à l'imaginaire. Ce qui fait que moi, je m'endors tous les soirs en lisant des poèmes, parce que ça m'apaise. Et ça me met dans un monde où je décroche, si vous voulez, mon activité intellectuelle, tout en étant toujours réceptif à des mots, mais ces mots deviennent une musique qui descendent dans le cœur, qui permettent à l'imaginaire de rayonner, et du coup je pars dans le sommeil avec une espèce d'allégresse, alors que si je ne le fais pas, je reste soucieux, je pense à tout ce qui n'a pas fonctionné, etc. Mais par contre, je pense que je n'ai pas encore assez développé ce talent d'écrire de la poésie. Je le faisais quand j'étais 15 ans et que j'étais malheureux en amour. Depuis que je suis heureux en amour, j'écris plus de poésie, c'est quand même dommage. Hein. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Lenoir. Je suis très contente de pouvoir échanger avec vous directement ce soir, même si prendre la parole en public n'est pas un exercice facile pour moi, alors je vais essayer d'être quand même claire. Pour moi non plus. Voilà, simplement, j'aimerais qu'on revienne sur un point, notamment la responsabilité de chacun que vous avez évoqué tout à l'heure, de pouvoir améliorer ce monde. Vous avez notamment pris l'exemple de consommer bio, vous avez parlé du commerce équitable. Alors moi, ici, ce soir, je suis venue chercher un petit peu de conseils pour être un peu plus heureuse et peut-être aussi partager un peu plus de bonheur. Par contre, quand j'entends ce genre d'observation, je culpabilise un peu parce que je crois qu'aujourd'hui, bon nombre de Français n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir quotidiennement consommer bio et pouvoir effectivement faire marcher ce commerce équitable, même si on en a tous, je pense, envie. Donc je voudrais partager avec vous cette remarque, simplement de se dire, c'est vrai, on a envie de faire bouger les choses, mais est-ce qu'on en a véritablement les moyens, tous, chacun? C'est pas encore sûr. Hein. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Finalement, évidemment, si vous achetez bio et que vous mangez exactement de la même manière que vous mangiez avant d'avoir, une conscience de ce que vous mangez, je prends un exemple très simple. Si vous mangez 300 grammes de viande par jour, c'est la moyenne des Français, 300 grammes de viande par jour, et que vous allez convertir cette viande en de la viande bio, ça va vous ruiner. La bonne solution, c'est de manger beaucoup moins de viande. Donc finalement, manger intelligemment, manger de manière éthique, manger de manière responsable, c'est une conversion de nos modes de vie. C'est une conversion de notre manière de manger. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on peut manger beaucoup moins de viande. Vous avez des gens qui mangent une fois par semaine de la viande, ils se portent très bien, voire mieux. Donc c'est simplement, lorsqu'on sait que manger beaucoup de viande, d'abord, la plupart du temps, c'est quand même de la viande qui vient d'élevage industriel, donc déjà avoir un discernement. Tiens, je vais acheter de la viande un peu plus chère, mais qui vient du local, dans une ferme où les animaux ont vécu en plein air et ils ont mangé de l'herbe et pas des trucs transgénétiques, je sais pas quoi. Donc là-dessus, faire attention à le choix qu'on va faire de quelle viande on va manger. On était tout à l'heure au restaurant, j'avais envie de manger de la viande parce que je n'ai pas mangé depuis un moment, j'ai demandé d'où elle venait. Et je savais qu'elle venait d'une production qui était, je dirais, biologique, où les animaux avaient été respectés, etc. Donc du coup, ça me paraissait juste d'en manger. On m'aurait dit, ça vient, on ne sait pas d'où, je n'aurais pas pris. Donc c'est simplement d'arriver à discerner la provenance des aliments, de savoir qu'ils ont été faits de manière, encore une fois, équitable, si possible, qu'ils viennent plutôt du local, c'est encore mieux, et qu'on a respecté un certain nombre de choses fondamentales pour à la fois la souffrance des animaux et ce qu'ils ont absorbé. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez manger beaucoup moins de choses qui coûtent cher et beaucoup plus de choses, des légumes, etc., qui vont coûter beaucoup moins cher, mais qui ont toutes ces qualités-là. Et donc c'est une conversion de sa manière de manger, et je vous garantis que ça coûte moins cher. Donc c'est parce qu'on est encore dans les schémas classiques de je dois manger des choses
du poisson et de la viande tous les jours que ça coûte cher l'alimentation. Et là, c'est vrai que la viande bio coûte plus cher. Donc, je crois que c'est ce regard-là qu'il faut avoir. Et je vous garantis que tout le monde pourrait manger comme ça. Mais J'espère qu'il n'y a pas le boucher de Alès dans le... Ou alors c'est peut-être un boucher bio qui fait très attention à la provenance de sa viande. enfin, je suis d'accord avec vous, mais je vous rassure, Monsieur Lenoir, il y a beaucoup de gens qui ne mangent beaucoup moins de viande aujourd'hui, parce que de toute façon, ils n'en ont plus les moyens. Concrètement, je ne veux pas être fataliste, hein, mais tant c'est mieux. vrai on est quand même... Je ne sais même pas si on est encore dans cette réflexion-là, à vouloir manger bio ou pas manger bio. C'est simplement, on aimerait tous manger bio, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en a la possibilité, tout simplement? Mais tant mieux, c'est-à-dire que une si... fois de la viande par semaine, eh ben, c'est mieux pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui le font par manque de moyens, de oui, toute façon. mais ce qui est dommage, c'est que s'ils étaient éclairés, s'ils le savaient, au lieu de subir cette situation, ils la vivraient comme quelque chose de positif. Et donc là-dessus, je connais des gens qui ont fait des conversions d'alimentation joyeux, même si il pouvait y avoir une pression économique. Mais ils savaient qu'en arrêtant d'acheter des produits qui coûtent très cher, on peut acheter d'autres produits qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont tout aussi bons, sinon meilleurs pour la santé. Parce que vous savez, si on prend l'exemple de la viande, notamment de l'élevage bovin, en France on mange énormément d'élevage bovin, qu'on sait les conséquences écologiques qu'il y a derrière, qu'on sait tout ce qu'il faut produire en céréales pour nourrir les bovins, qu'on sait toute l'eau qu'il faut pour produire ces céréales pour nourrir les bovins, c'est une catastrophe écologique mondiale. Et les Chinois, qui sont 1,2 milliard, ils ne mangeaient pas de bovins. Et maintenant, ils mangent des bovins parce qu'ils veulent faire comme les Occidentaux. C'est dramatique. Donc là-dessus, il faut convertir nos modes d'alimentation. Et certaines personnes, hélas, le font uniquement pour des raisons économiques, mais beaucoup qui ont des moyens, et c'est quand même la majorité, le font pour des raisons éthiques, et le font pour des raisons de santé. Donc là-dessus, je pense que la crise économique peut être un moyen de prise de conscience. Et ce que nous vivons, que nous subissons comme quelque chose de terrible, ça peut être l'occasion d'une interrogation qui nous permette de vivre autrement. Et je rejoins totalement Pierre Rabhi lorsqu'ils disent que ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, c'est les vertus de la sobriété heureuse. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de... Enfin, je pense que la réflexion qui vient d'être faite est quand même intéressante et on peut la généraliser un peu. La réflexion, c'est un peu de se demander, face à toutes ces idées qui ont été développées ce soir, et je pense qu'on serait nombreux ici à les considérer comme ayant une valeur universelle. Le problème, c'est qu'il y a 400 personnes seulement dans cet auditoire, dans cet amphithéâtre. Combien ? Il y en a 200 800 avec ceux qui sont à côté. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème qui est la force. Vous avez cité à l'instant ce que font les Chinois, par exemple, qui se mettent à bouffer du bœuf qu'ils ne bouffaient pas avant, alors qu'ils sont 1,2 milliard. C'est vrai que ça, c'est assez terrifiant par rapport à cette réflexion qui est menée face aux initiatives personnelles qu'on est certainement nombreux ici à vivre, à essayer de faire vivre et à mener, mais c'est quand même, c'est pas pour dire qu'il faut rien faire, loin de là, ce que fait Pierre Rabhi est extraordinaire, mais c'est toujours un souci assez grand que de constater la faiblesse, je dirais, des initiatives personnelles, même si elle est extrêmement valorisante au niveau personnel et au niveau de l'environnement, mais la question c'est quelle est son efficacité par rapport à, je sais pas, 6 milliards d'habitants dans lesquels nous sommes. Mais vous avez tout à fait raison. Il est bien évident que le système est encore globalement emballé dans une autre logique, qui est cette logique dont on veut sortir. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme tout dépend aujourd'hui des individus, qu'est-ce qui est au centre de tout? C'est l'individu consommateur. Et donc, si chacun ne commence pas à faire sa part du travail, rien ne changera jamais. Alors que si chacun commence à faire sa part du travail, il peut y avoir, avec le temps, une contamination des consciences qui fait que de plus en plus de gens
vont consommer autrement, et donc la production va changer, et donc on changera de mode de vie, et on ira vers des choses qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. C'est pour ça que je crois que même si vous avez raison dans le court terme, il faut viser le long terme. Et si vous-même vous consommez de manière équitable, de manière bio, de manière juste, eh ben vos enfants, ils vous verront consommer comme ça, et peut-être qu'ils auront envie de consommer comme ça. Or, si vous dites, vous dites à vos enfants, bon, allez, on va chez McDo tous les jours, c'est pas bien, mais on s'en fout, parce que de toute façon, ça change rien, tout le monde va chez McDo dans le monde entier, c'est pas comme ça que vous allez les éduquer. Donc c'est pour ça que je crois aussi à la force de l'exemplarité. Si chacun on essaye, à son petit niveau, d'agir de manière juste, ça a un impact dans notre entourage, dans notre environnement, et du coup, c'est contagieux. De la même manière que je crois que le bonheur est contagieux, vous savez, petite parenthèse, régulièrement, je reçois des critiques très fortes de gens qui me disent « Vous n'avez pas le droit d'être heureux dans un monde malheureux ». Je l'entends tout le temps. J'étais encore à un débat à Pau le week-end dernier, dans un colloque qui s'appelle « Les idées mènent le monde », et il y a une conférence de mon ami Luc Ferry. Il a commencé par dire quelque chose qui m'insupporte, c'est quand Frédéric Lenoir écrit « On doit être heureux dans un monde malheureux ». Il dit c'est l'inverse. On ne peut qu'être malheureux dans un monde malheureux. Alors pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec lui? C'est que je pense que notre malheur n'apportera rien au malheur des autres. Et qu'au contraire, si on est plutôt heureux, le bonheur c'est contagieux. Quand quelque part il y a quelqu'un qui est joyeux, ça fait monter un peu l'énergie du groupe. Et donc je crois que si on vit dans un monde où il y a des gens qui sont malheureux, c'est un devoir d'être heureux. Et de la même manière, si on vit dans un monde... Si on vit dans un monde où il y a des gens qui consomment n'importe comment, c'est un devoir de consommer de manière éthique. Parce que je pense que ça a un effet réellement important d'entraînement. Et c'est au-delà même de ce que vous pouvez conscientiser vous-même. C'est presque énergétique. Vous savez, je parlais tout à l'heure du cosmos vivant. Je pense que le monde est traversé par des énergies. Et qu'on ne peut pas les mesurer scientifiquement, on ne sait même pas ce que c'est. Mais ça existe. Et je crois que plus il y aura d'énergie positive dans ce monde, plus ça élèvera l'humanité. Et ça, c'est au-delà des mots, c'est au-delà des résultats de notre action, c'est ce qu'on est et ce qu'on rayonne, et c'est pour ça que c'est important de le faire. Voilà. Je voudrais juste donner un petit témoignage en faveur de la contagion, parce qu'en 1970, quand je faisais partie des Amis de la Terre à Lille, on était un petit groupe, on était réunis dans une salle très très laide, on était 10, on manifestait dans les rues, on était 20, et jamais à la télé on n'avait d'informations ni de documentaires sur ce qui se passait pour l'agriculture ou etc. Et maintenant, on voit des émissions à la télé, on voit des amphis avec 400 personnes, et donc la contagion, c'est important. Je n'ai aucune question à vous poser, car quand on a lu vos livres et qu'on suit vos interventions multiples, eh bien, on est au courant de votre pensée. Et j'ai vécu un instant exceptionnel ce soir, parce que j'avais l'impression d'entendre ma conscience parler à l'extérieur de moi. Je ne peux dire que merci pour ce moment. Merci à vous. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Merci vraiment, merci beaucoup. Mais vous savez, beaucoup de gens, lorsque je parle à droite, à gauche, dans plein de lieux, etc., beaucoup de gens me disent, mais ce qui nous fait du bien, c'est qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Et on a l'impression, et là je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, on a souvent l'impression qu'on est les seuls. On se dit, mais finalement, le système médiatique donne tellement une caisse de résonance à toutes les logiques différentes, toutes les logiques, on va dire, dominantes, le fleuve, la pente du fleuve, la descente du fleuve, que lorsqu'on a conscience des choses et qu'on se dit, mais non, il faut changer de mode de vie, il faut aller vers le qualitatif, il faut redécouvrir. Et lorsqu'on pense ça, on se sent isolé.
Et puis qu'on se retrouve dans un amphi de 400 personnes et on se dit, finalement, la majorité des gens pensent ça aussi, même s'ils peuvent le dire avec des nuances différemment. Évidemment, je ne dis pas qu'on dit tous la même chose, mais globalement, je crois qu'on a tous une conscience commune qui nous rapproche. Et donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir aussi de rencontrer tous les jours dans des conférences, etc., des gens qui me disent « je pense aussi comme vous ». Ça me fait du bien aussi. Donc, merci d'être là ce soir. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur la dimension politique, en fait, et essayer de préciser si ça peut être pertinent, parce qu'en fait, j'en sais rien, mais quand, comment dire, quand on parle effectivement d'actions individuelles, locales, enfin de toutes ces initiatives, et qu'effectivement, on fait le constat de cette vie politique et des gens, enfin, de ces personnes-là qui décident des choses. Moi, ce qui m'interroge, c'est cette notion de pouvoir, cette notion de conflit d'intérêts, de deux logiques qui sont complètement antagonistes, et comment les initiatives locales peuvent à un moment donné impacter sur un système qui est complètement, me semble, verrouillé, fermé, et où effectivement cette logique de pouvoir est très forte et qu'à un moment donné, la place, on ne souhaite pas la céder et on s'accroche à tout prix. Et ce qui fait qu'à un moment donné, concrètement sur l'exemple que vous avez cité, pour des ateliers de mieux vivre ensemble en milieu scolaire ou des initiatives très intéressantes, je ne pense pas que l'éducation nationale effectivement puisse, vu comment ça se passe, puisse s'orienter vers ce genre d'initiative. Au contraire, je constate plutôt un formatage et malgré tout ce qu'on peut en dire, on est quand même dans une sorte de formatage et de conditionnement. Enfin voilà, c'est peut-être excessif ce que je dis, mais voilà. Si ma question est claire. Mais c'est toujours la question du court terme, du moyen terme et du long terme. À court terme, encore une fois, vous avez raison. C'est pas demain matin que l'éducation nationale va changer. C'est pas demain matin que les initiatives locales les plus révolutionnaires vont s'implanter à l'échelle de toute la société. Et en même temps, l'histoire a montré que bien souvent, les utopies d'un moment, d'un jour, deviennent les réalités de demain. Lorsqu'une idée est vraie, lorsqu'une idée est forte, lorsqu'elle apporte du bien, elle a toutes les chances de percer un jour. Mais pour ça, il faut un temps. Il y a un temps de maturation, il y a un temps de développement, il y a un temps de connaissance, et puis ça va s'imposer. Et l'histoire est pleine d'exemples comme ça, ne serait-ce que l'une des plus connues d'entre elles, les quelques philosophes au XVIIIe siècle qui parlaient des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté de conscience, c'était de parfaits utopistes. Et on a des débats qui nous montrent à quel point leurs adversaires leur disaient « mais comment voulez-vous que ça change ?» Même des gens qui voulaient que ça change. Ce n'est pas possible. On vit dans une monarchie, un pouvoir absolu du roi, une religion catholique qui ne permettra jamais la liberté de conscience. Vous n'allez jamais changer ça. Regardez où on en est aujourd'hui. Donc, les minorités d'un jour qui pensent des choses qui constituent un progrès pour l'humanité ont des fortes chances de percer un jour. Simplement, il faut accepter le temps de la maturation. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient et ne pas vouloir voir les résultats. Là-dessus, vraiment, c'est difficile, hein, parce que je vois bien toutes les remarques vont autour de ça. On se sent pessimiste par rapport au système. Donc, moi, je crois qu'il y a de toute façon deux choses qui vont se passer en parallèle. Il y a toutes ces initiatives diverses, mais qui sont des fois extrêmement rapides, hein. Vous avez des gens qui ont inventé des choses, des nouvelles technologies, qui sont beaucoup moins polluantes, etc., qui peuvent aller très très vite dans la société globale. Et puis les idées plus profondes d'éducation et tout, ça met plus de temps. Mais je crois qu'en parallèle à toutes ces évolutions qu'on appelle les signaux faibles, qui existent partout et qui sont porteuses d'espoir, et qui sont porteuses d'un vrai changement de vie, d'un vrai changement de paradigme, pendant qu'elles vont grandir doucement, il va se passer des catastrophes. Et que ces catastrophes vont permettre à ces signaux faibles de grandir beaucoup plus vite. Puisque quand les gens voient qu'on va droit dans le mur, c'est là que la majorité commence à réagir, à se dire « ça ne peut plus continuer comme ça ». C'est pour ça que je dis on va vers d'autres crises financières, on va vers d'autres crises économiques, on va vers d'autres crises écologiques, et ça va permettre à une majorité qui n'est pas prête à entendre qu'il faut changer de logique, qu'il faut peut-être changer de logique. Malheureusement. Mais il faut que les signaux soient faibles, il faut que ceux qui ont des solutions de rechange soient prêts à les apporter. Bonsoir. Ici à votre vous droite. Bonsoir. Donc je vais dire avec vous, je suis d'accord quand vous dites que l'éducation nationale ne va pas changer demain, ou comme disait madame, c'est pas demain. Effectivement, réjouissez-vous, c'était il y a 2 jours, puisque j'ai présenté votre livre à mes élèves en classe.
Donc soyez optimistes. Dans les écoles, le changement se fait par l'intermédiaire des professeurs, où on a présenté votre livre, nous l'avons écouté en partie. Donc ça se fait, mais effectivement, ce sont des choses isolées. Soyez pas désespérés. Donc ça, c'était juste pour le commentaire et l'anecdote. Je voulais voir avec vous, au niveau des sujets de la responsabilité individuelle et des petites actions modestes, que pouvez-vous nous dire de la pratique de Ho'oponopono en tant que spécialiste des religions? Alors, Ho'oponopono, comme son nom exotique le dit, ça vient d'une peuplade, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, hawaïenne. C'est la pratique du pardon dans lequel on pense, on envoie de l'amour aux personnes qui nous ont blessés. C'est ça, si je me souviens bien. Alors, attendez, que quelqu'un qui connaisse très bien Ho'oponopono, parce que moi je sais que j'ai une idée floue là-dessus, je sais que c'est une pratique de guérison qui passe par la force de la pensée. Mais expliquez-nous concrètement de quoi il s'agit. En résumé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est être conscient de nos responsabilités, que nous sommes responsables de nos réalités. Donc si chacun prend conscience qu'il est responsable de ses réalités, c'est un début pour changer d'abord soi-même et autour de soi. Et par la contagion aussi, comme vous le citiez tout à l'heure. Donc de là, on fait un exercice qui est également de persévérance pour se débarrasser des mémoires qui nous encombrent, c'est-à-dire des mémoires négatives que nous pouvons avoir soit de nos aïeux, soit de notre enfance, soit de l'époque fétale, enfin, différentes raisons. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage, mais en résumé, c'est ça. Donc, on doit être conscient de nos réalités, que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Voilà. C'est pour résumer, parce que sinon, la philosophie on peut aller de très la loin. pratique, parce que je sais que la pratique, on a des pensées et des paroles qui Voilà. sont positives et bienveillantes Oui, exactement. à l'égard de C'est-à-dire soi-même que, et des autres. Voilà, on cherche à se défaire de ces mémoires encombrantes, mais on remercie quand même pour cela, parce que ces mémoires nous servent d'expérience. Et c'est expérience qui nous fait avancer dans la vie. Alors, Ho'oponopono ou autre chose, ce qui me paraît important, c'est effectivement le principe. Et je crois que le fait de pouvoir avoir conscience de la force absolument incroyable de nos pensées, de nos intentions, ça change tout dans la vie. Une fois qu'on a compris que, je disais tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est la vie intérieure. C'est-à-dire, c'est qu'on a compris que ce qui émane du plus profond de nous, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Il y a un dicton qui nous dit que nos pensées créent des paroles, nos paroles créent des habitudes, nos habitudes créent des destins. Et donc tout part de l'intériorité. Et lorsqu'on a conscience de l'importance de nos pensées, on change nos destins. Tout part des pensées. Tout part de la manière dont on oriente notre pensée. Et ce que vous disiez tout à l'heure, si on oriente notre pensée plutôt de manière positive et constructive sur notre propre histoire, qui est faite aussi de blessures, qui est faite aussi de liens qui ont pu être abîmés, on peut guérir beaucoup de choses. Lorsque on oriente nos pensées, au contraire, de manière culpabilisante, de manière haineuse, de manière où on tourne en rond dans quelque chose où on ne veut pas sortir d'une blessure vis-à-vis de notre passé ou vis-à-vis d'une relation, eh ben, on continue de créer de la violence et du conflit. Ce qui fait qu'effectivement, toutes les pratiques qui peuvent exister à travers des techniques très concrètes dans certaines peuplades, ou à travers tout simplement l'attention qu'on peut porter à nos pensées, qui est une attention et une vigilance qui existent dans toutes les religions. Déjà, les courants de sagesse de l'Antiquité nous disaient que le point de départ de la sagesse, et c'est aussi vrai pour les bouddhistes que pour les stoïciens, c'est la garde des pensées. Toujours avoir des pensées constructives. Ne jamais entretenir des pensées négatives ou des pensées qui peuvent amener de la destruction ou du jugement. Ne jamais être malveillant dans nos pensées. Vous voyez déjà, on est tellement malveillant dans nos paroles, alors dans nos pensées, qu'est-ce que c'est ? Donc, et moi le premier, le nombre de fois je me dis, mais
pourquoi tu as cette pensée aussi négative vis-à-vis de telle chose et telle personne, etc. Donc d'avoir une garde des pensées, ce qui n'empêche pas la lucidité, ce qui n'empêche pas l'esprit critique, mais essayer de formuler toujours nos pensées critiques de manière constructive et de manière qui peuvent être guérissantes. Ça, c'est évidemment, je pense, la clé de tout. Et ce qui est valable à l'échelle individuelle est aussi valable à l'échelle collective. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens font de la pensée négative par rapport au monde. Si vous prenez les Français, une enquête d'opinion montre que si vous posez la question aux Français, est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou très satisfait de votre vie, 70% répondent oui. Maintenant, on leur pose la question, est-ce que vous pensez que les choses vont plutôt aller en s'améliorant? 80% disent non. Donc tout va aller de plus en plus mal. Pourtant, je ne suis pas trop mal. Mais tout va aller de plus en plus mal. Donc on est dans une espèce de pensée négative collective qui crée encore plus d'angoisse et d'anxiété. Et les médias répercutent ça à fond. Donc on est dans un système global de pensée négative, de pensée pessimiste, qui, au lieu de nous aider à aller vers de la guérison, de la réparation et de la construction, vont vers le côté « on ne peut plus rien faire, tout fout le camp, il n'y a pas de solution ». Alors que ce n'est pas vrai. Donc là, on est devant vraiment une clé, c'est la force de la pensée. Et ça part encore une fois de chacun d'entre nous. Bonsoir. Vous avez dit que donc, tout part de l'intérieur et que nous devons tous faire exemple et donner l'exemple. Essayez. La question, c'est est-ce que par rapport à l'urgence écologique, est-ce qu'on aura le temps de donner l'exemple? C'est ce que j'ai presque répondu exactement à cette question tout à l'heure, en disant d'un côté, il faut continuer d'agir comme ça, d'un autre côté, on sait bien qu'il y a des fortes chances que les catastrophes écologiques vont arriver tôt ou tard, avant qu'on ait eu le temps de transformer le monde. Donc là-dessus, je crois que les deux vont aller de pair. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'agir comme si notre action allait changer le monde, parce qu'elle est nécessaire, et en même temps, on sait bien, parce qu'on est un petit peu réaliste, qu'il y a des fortes chances que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, on ait des catastrophes écologiques majeures, beaucoup plus importantes que ce qu'on a connu aujourd'hui, et qu'il y a un dérèglement climatique très fort, un effondrement des écosystèmes, qui fasse que la vie sur Terre va être beaucoup plus compliquée pour les humains. Je dis bien pour les humains, parce qu'il y a d'autres animaux qui s'en sortiront très bien. Mais en tout cas pour nous, et malheureusement, souvent l'humanité avance que par les catastrophes. En Jonas, un philosophe allemand a très bien montré qu'il existe une sorte d'éthique de la catastrophe. C'est parce qu'on est confronté à quelque chose d'épouvantable qu'on est capable de faire un surcroît de conscience et d'arriver à trouver des solutions. Regardez l'exemple de l'Europe, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est épouvantable. Aujourd'hui, quand même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, on n'est plus, je pense, capable de faire une guerre entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Qui irait se battre ici dans cette salle pour aller lutter contre des Allemands? Personne. Donc ça veut dire que les idéologies nationalistes ont complètement perdu, si vous voulez, face à un sentiment d'appartenance beaucoup plus collective à une entité européenne. Donc là-dessus, je crois qu'il y a des progrès qui se font lorsqu'il y a des drames. Et que malheureusement, il faut souvent en passer par là. Mais ce n'est pas parce qu'il faut en passer par là qu'il ne faut pas continuer d'avancer. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le jour où il y aura des drames, on aura besoin de gens qui aient pensé la solution pour en sortir. En fait, faut être très zen. Non mais c'est vrai, il faut être zen, parce que si on s'angoisse en permanence sur l'avenir de l'humanité, on rajoute de l'angoisse. Donc il faut être conscient, lucide, et essayer de rester serein par rapport à tout ça. Pas facile, mais je pense que c'est l'équation qui est la plus juste. Alors, ce sera